c'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Pierre. Tu es en forme? Impeccable, comme d'habitude. Tu bosses encore en plein été, toi? Oui, toujours. Eh ben, dis donc. Il y a quand même 2 semaines de vacances qui arrivent à la fin du mois. Bon, d'accord, ok. Donc, tu vas quand même prendre un peu de repos, mais en tout cas, tu es encore là aujourd'hui en direct. C'est ça. Pour C'est une autre histoire, ce rendez-vous devenu incontournable sur les ondes du 92.1 et sur radiograndlac.com. On parle d'histoire, on parle de faits historiques, on parle d'événements qui ont eu lieu dans notre monde, dans notre pays ou dans notre province, et qui ont eu lieu le même mois que le mois pendant lequel on fait cette chronique. Voilà. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, au bout de la 16e émission, tu as bien compris le concept, Jean-Pierre. C'est bien rentré, impeccable. C'est rentré quand même. Vas-y, continue. Donc, Julien, tu vas nous parler aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté de la Grèce. C'est ça. Par là-bas, et on va... GRECE, hein. Oui, tout à fait. Oui, pas AI2SE. Il a l'air en forme, le Julien, aujourd'hui. On va aller en août 480 avant JC, avant notre ère, avant Jésus-Christ. Donc, pour parler de cette bataille des Thermopyles, on est bien en direct. Il est 13h01. Il fait chaud. Alors, on rentre dedans. On s'installe confortablement à l'ombre et on branche un Radio Grand Lac et on écoute le cours d'histoire magistrale de notre ami Julien. Eh ben, bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous les éditeurs de Radio Grand Lac, pour bien sûr, comme tu l'as dit, cette traditionnelle émission consacrée à la grande ou à la petite histoire, mais qu'elle soit grande ou petite, l'histoire a toujours une importance. Le mois dernier, nous sommes intéressés au règne du duc de Fer, le duc de Savoie Emmanuel Philibert, on était au XVIe siècle, et aujourd'hui, nous allons nous plonger loin, voire même très loin dans le passé, puisque notre machine à remonter le temps va nous mener dans la Grèce antique, du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, avec la célèbre bataille des Thermopyles, qui s'est déroulée en août 480. Alors donc, quand je dis 480, vous avez compris que c'est moins 480. Et donc, cette bataille qui s'inscrit dans le fameux épisode de la Seconde Guerre médique. On va tout vous expliquer. Si vous êtes cinéphile, vous avez certainement en tête le film 300, qui a été réalisé par Zack Snyder, sorti en salle en 2006, qui relate de manière fantastique, mais avec de nombreuses références historiques, cette fameuse bataille des Thermopyles. Alors, pour débuter, on va faire une petite introduction. Vous vous imaginez bien que du fait de l'ancienneté des événements relatés, on ne bénéficie pas de sources historiques importantes et fiables, et parfois, certains faits peuvent être soumis à interprétation ou à controverse. C'est un peu le but d'ailleurs de l'historien, de démêler ce qui est de la légende et de la réalité, ce qui est vrai ou faux. Heureusement, on peut compter sur des écrits anciens, mais malheureusement non contemporains des événements, et surtout sur un vaste travail archéologique. Et la première interrogation au sujet de cette bataille, c'est sa date. La date la plus communément admise, c'est août 480, et plus précisément le 5e jour du mois, mais d'autres auteurs estiment que la bataille s'est plutôt déroulée en septembre, entre le 8 et le 10. En fait, août ou septembre, l'importance de cette bataille, elle n'est pas vraiment là, c'est pas vraiment sa date, mais plutôt son lieu, ses causes et surtout ses conséquences, décrites par Hérodote, personnage considéré comme étant le père de l'histoire, dans un ouvrage intitulé Historiae. Si nous devions traduire le mot Historiae, vous penseriez immédiatement au terme histoire. Eh bien en fait non, Historiae signifie plutôt recherche, enquête. En fait, l'historien est un enquêteur, celui qui par sa connaissance du passé peut expliquer les événements du présent. Cet ouvrage est le plus ancien texte complet en prose que nous ayons conservé de l'Antiquité, et il relate, en fait ça tombe bien puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, les relations gréco-perses et les guerres médiques. Mais attention, je vous vois déjà venir, j'ai parlé des Perses et des guerres médiques, alors pourquoi on ne parle pas des guerres persiques? Bah oui, c'est une bonne question. Eh oui, parce que je savais que tu allais me la poser, Jean-Pierre, donc c'est pour ça que j'ai anticipé. Eh bien tout simplement, car jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, il y avait un peuple très important en Asie, au niveau de l'Iran actuel. C'était le peuple appelé les Mèdes. Et en 550 avant Jésus-Christ, donc 70 ans avant les événements que nous allons relater, les Mèdes se sont heurtés à un autre peuple et ont été englobés à un autre puissant peuple qui s'appelle les Perses. Et ces Perses ont dominé un immense empire qui s'étend de l'Asie mineure jusqu'à l'Indus et même jusqu'à l'Afrique. Ce serait en fait les Perses ont été plus tard les ennemis d'Alexandre le Grand.
Donc ceux-là, les Grecs, ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas qu'un peuple qu'on appelait les Mèdes ont été remplacés par les Perses. Vous imaginez bien que à l'époque, les informations circulaient beaucoup plus lentement Il n'y qu'ici. avait pas Internet. Il n'y avait encore, pas Internet, pas de tout ça, fax, pas de téléphone. Et pour eux, en fait, ces nouveaux Perses, c'était toujours des Mèdes, d'où l'appellation des guerres médiques. Voilà. D'ailleurs, le terme Mède, il est rentré dans le langage courant. Dire du mal de quelqu'un, c'est être médisant, du verbe médire. Eh bien, vous avez saisi la référence assez négative aux Mèdes. En fait, dire du mal de quelqu'un, c'est être médisant, c'est faire référence aux Mèdes. C'est les Grecs, en fait, quand ils parlaient des Ils Mèdes. n'étaient pas trop aimés, ces Pas Mèdes. forcément aimés par les Grecs, voilà. Est-ce que j'ai été clair, Jean-Pierre ? Oui. Oui. Alors, on Bonne continue. entrée en matière. 480 avant Jésus-Christ, donc correspond donc à la Seconde Guerre médique. S'il s'agit de la Seconde Guerre médique, c'est qu'il y en a eu une première, et celle-ci, elle correspond à une tentative d'invasion par les Perses des cités grecques. On est en 490, et cette date correspond à la célèbre victoire de Marathon, qui a été remportée par les Athéniens et les Platéens, les habitants de la ville de Platée, contre les Perses du roi Achéménide, Darius Ier le Grand. Suite à cette bataille, il y a une légende qui est née, c'est celle de la course du marathon. Bien sûr. On va en parler vite fait. 42 km 195. Voilà, tout à fait. Et donc, après cette victoire grecque, il a fallu avertir les Athéniens des événements. Donc, la victoire a été remportée, mais attention, le gros de la flotte perse et les troupes d'élite se replient et vont menacer directement Athènes. Et la légende veut qu'un grec, alors nommé Euclès ou Philippides, on ne sait pas trop, courut sur quelques 40 km pour délivrer le message suivant. La victoire a été remportée, mais attention, prenons garde, préparez-vous, les troupes d'élite arrivent. Et c'est de cet épisode, alors, probablement légendaire, que vient la célèbre course du marathon, comme tu l'as dit Jean-Pierre, de 42,195 km. 10 ans plus tard, donc on est en 480, du côté des Perses, il y a eu un changement, ce n'est plus Darius, le roi des Perses, mais son fils, qu'on appelle Xerxès. Et le début de son règne est plutôt marqué par différentes révoltes. Alors l'Égypte en 484 et Babylone en 482. Dès la fin de ces rébellions, dès qu'il a pu les mater, il peut alors se consacrer à la poursuite du projet de papa, c'est-à-dire la conquête de la Grèce. Et pour cela, 2 ans de préparation et il lève une armée impressionnante, probablement la plus importante jamais constituée. Alors Hérodote, qui devait certainement avoir des origines marseillaises, il parle d'1,4 million d'hommes. Mais bien sûr, ce chiffre est bien surévalué. Bien sûr. Les historiens contemporains avancent quand même un chiffre un peu plus réaliste. Mais ça reste quand même une armée gigantesque. Entre 300 000 et 50 000 hommes, entre 300 000 et 500 000 hommes, 50 000 cavaliers, 600 navires. Et ces navires seront destinés notamment à créer un pont de bateau pour franchir à pied les Hellespont. On est au niveau du détroit des Dardanelles. Vous voyez, donc on a l'actuelle Turquie. Pour aller en Grèce, on doit traverser ce détroit, et en fait, pour éviter de prendre des bateaux, on a fait un pont de bateau et on traverse à pied. Il ordonna même le creusement d'un canal qu'on appelle le canal de Xerxès. En fait, tout ça pour éviter de contourner une région qu'on appelle la Chalcidique, on est au nord de la Grèce, qui est souvent sujette aux tempêtes. Et donc, pour éviter la tempête, on a creusé un canal, on traverse la Chalcidique, et pour préparer cette expédition, pour l'invasion de la petite Grèce, entre guillemets, parce qu'on a vraiment affaire à un nain à côté d'un géant perse, il a fallu 2 ans de préparation. Le plan de Xerxès, il est simple, plus de débarquement, comme ce fut le cas à Marathon, mais une invasion des cités grecques par le nord, avec d'une part une armée qui longe la côte, et qui est soutenue d'autre part par une impressionnante marine de guerre. On parle de plusieurs centaines de navires. Bref, vous le constatez, les préparatifs sont gigantesques. Il fallait pour les Perses venger l'affront de Marathon, et c'est une véritable levée en masse qui s'instaure. Jean-Pierre, tu connais le poète Échille ? Bien sûr. Qui, dans sa tragédie grecque, qu'on appelle les Perses, il a indiqué « L'Asie s'est vidée de tous ses mâles », c'est-à-dire à tel point on assiste vraiment à une levée en masse. Les Grecs, bien sûr, ne sont pas dupes, ils s'attendent à une invasion. Il y a des réseaux d'espions un peu partout qui existaient dans l'Antiquité, et donc ils savent que les Perses s'organisent militairement. Et donc, eux aussi, ils s'organisent, et ils peuvent compter sur 35 000 hoplites, 350 trières, donc ce sont les bateaux, et sur ces 350, il y en a 200 qui sont athéniennes. Quand je dis les Grecs, alors faut pas penser à toutes les cités grecques. Il y en a certains qui sont effrayés, qui ont peur d'être saccagés, donc ils se déclarent neutres. Voilà, les Grecs pourront passer tranquillement chez eux, et d'autres qui s'allient carrément au parti des Perses. Bref, les Grecs qui veulent résister à cette invasion mènent une coalition qu'on appelle l'Union
pan-hellénique, c'est-à-dire l'union de tous les Hellènes, donc de tous les Grecs. Elle a été fondée à l'automne 481. Elle a été fondée à Corinthe. Et en fait, cette coalition, elle tient sur deux jambes. La première, c'est la marine. Elle est commandée par le Spartiate Eurybiade et l'Athénien Thémistocle. Thémistocle, très important, parce que c'est lui qui va remporter la bataille de Salamine. Et l'armée de terre, qui est dirigée par le roi de Sparte lui-même, le roi fameux qui s'appelle Léonidas. Et qui aimait bien le chocolat. Voilà, alors ça n'a rien à voir, mais t'as raison, on peut parler de cette référence pour s'en souvenir. Léonidas, il est assez âgé, en 480, il est âgé d'une 60aine d'années, et il est roi depuis 489. Et malgré son âge, Léonidas, c'est quand même quelqu'un qui en impose, il impose le respect, comme d'ailleurs tous les Spartiates, qui étaient un peuple avant tout guerrier, mais ils ne font pas croire, entre guillemets, que c'était des bourrins, voilà. Ils se conformaient aussi aux lois, aux traditions, à la religion. En fait, c'était des hommes de leur temps et ils allaient consulter notamment les oracles. Les oracles, c'est ceux qui étaient, pensait-on, chargés de prédire l'avenir. Et donc, sachant qu'une guerre se prépare, c'est tout naturellement qu'une délégation est envoyée à Delphes. Vous savez, c'est l'oracle de Delphes qu'on appelle la Pythie. La Pythie, c'est quand on a faim, Jean-Pierre ? Oui, tout à fait. La Pythie, salpêtrière. Voilà, c'est ça. Et donc, la Pythie, qui est l'oracle d'Apollon, est sollicitée par les Spartiates, notamment pour connaître la vie des dieux sur la conduite à tenir. Est-ce qu'il faut se dresser contre le géant perse ? Est-ce qu'il faut s'allier à lui ? Est-ce qu'il faut combattre ? Et la Pythie, elle prononce une réponse ambiguë, mais qui est interprétée de la manière suivante. Soit Sparte tombera, soit elle perdra son roi sur le champ de bataille. Alors quand je vous parle de oracle, en fait, il ne faut pas s'imaginer que ce soit quelqu'un qui parle aussi clairement que je vous le fais. C'est en fait une personne qui a des émanations divines. Voilà, en fait, ce sont des gaz souterrains et en fait, elle respire cela, elle a des sortes de transes et elle parle. Donc c'est un peu incompréhensible et donc il y a une personne qui est là qui doit déchiffrer un peu la pensée de l'oracle. Donc vous pensez que l'oracle, enfin celui qui déchiffre l'oracle ne veut pas forcément se mettre contre la personne qui vient le voir. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des réponses souvent ambiguës, qu'on n'arrive pas forcément trop à interpréter l'oracle. Donc là, c'est soit Sparte tombera, soit elle perdra son roi sur le champ de bataille. Donc les perspectives, elles ne sont pas très encourageantes. Pourtant, les Grecs, ils ont un plan. Il faut marcher en direction du nord, défendre le défilé des Thermopyles. Thermopyles, c'est ce qu'on appelle les portes chaudes. Therme, c'est ce qu'on connaît, c'est la chaleur, voilà. Et pile, c'est les portes. D'ailleurs, si vous allez sur l'acropole d'Athènes, vous avez les propylées. C'est la porte d'entrée. Vous voyez, c'est la porte de devant. Voilà. On va faire une petite première pause musicale. Voilà. Halte dans cette guerre des Thermopyles, dans cette bataille des Thermopyles. Et donc, tu nous as sélectionné un titre, là. Oui, Talk, Such a Shame. Eh ben, on y va tout de suite. On écoute ça. Vous êtes bien en direct sur Radio Grand Lac. À tout de suite. RadioGrandLac.com. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Nous sommes toujours en direct avec notre ami Julien pour ce cours d'histoire qu'il nous dispense une fois par mois. La prochaine fois, ce sera le 9 septembre, pas le premier vendredi, puisque tu as le droit à quelques jours de vacances quand même. Donc, on en reparlera à la fin de cette émission. Mais en tout cas, on vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 9 septembre. On retourne en août 480 avant Jésus-Christ, avant notre ère, pour parler de la bataille des Thermopyles. Julien, tu as la parole. C'est ça. Donc, on a fait une introduction assez complète, mais il manquait la situation géographique des Thermopyles, parce que je suppose que vous n'êtes pas tous des experts en géographie de la Grèce antique. Donc, on va essayer de voir où se situent plus précisément les Thermopyles. Alors en fait, les Thermopyles se trouvent au centre de la Grèce, dans une région appelée la Phtie, au nord de la cité sacrée de Delphes. On est au-dessus de l'Attique, on est au-dessus du Péloponnèse. Plus que sa situation géographique, c'est en fait la configuration des lieux qui est intéressante. En fait, au nord des Thermopyles, vous avez la mer, c'est le golfe Maliaque. Au sud, un massif montagneux, en principe, impraticable par des troupes. Je dis bien en principe, on en reparlera tout à l'heure. Et entre les deux, une étroite bande de terre, alors c'est quelques dizaines de mètres, pas plus, protégée par un mur défensif, c'est le mur dit phocéen. Il a été fondé par les habitants de la ville de Phocée, donc c'est le mur phocéen. Et donc ce défilé des Thermopyles, il commande le seul accès de la Grèce depuis le nord, et donc bien sûr pour empêcher des envahisseurs du nord de descendre vers le cœur de la Grèce, il faut défendre ce site. C'est en fait d'ailleurs la priorité, et il faut éviter à tout prix que les Perses
envahissent les cités d'Athènes, de Corinthe et après aller vers le Péloponnèse, c'est-à-dire la ville, la région où il y a Sparte. Juste un petit aparté. Oui. Tu nous as parlé de la ville de Phocée. Oui, Ce sont eux qui sont venus créer Marseille. c'est ça, tout à fait. Puisque Marseille est la cité phocéenne. Phocéenne, c'est ça, tout à fait. Mais en fait, il y a un problème. L'armée grecque, comme je vous l'ai dit, elle compte bien sûr sur Sparte pour mener le combat, mais pour le moment, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est la trêve des Jeux Olympiques, et donc, comme c'est de tradition, on ne se bat pas pendant les Jeux Olympiques. Et la deuxième raison, c'est que pour les Spartiates, c'est la fête sacrée des Carnéas, et pendant cette fête, interdiction de combattre. Bref, vous le constatez, les conditions pour mener le combat, elles ne sont pas forcément idéales. Alors les Grecs tentent de négocier avec les Perses. Et bien sûr, Xerxès, il est conscient de sa supériorité numérique, il est sûr de sa victoire, et il ne souhaite pas négocier, et encore moins avec Sparte, parce qu'il a en tête un événement qui s'est passé 10 ans avant, lors de la première guerre médique, où en fait, un émissaire perse a été envoyé auprès des Spartiates, et les Spartiates lui ont tranché la tête. En fait, il faut s'imaginer l'écho que ça a pu avoir, parce qu'à l'époque, un émissaire, c'était un ambassadeur, c'était quelqu'un de sacré, on ne touchait pas un émissaire. Vous imaginez un peu les conditions pour négocier les paix, etc. Si on commence à trucider les émissaires, ça n'allait pas. Donc, en théorie, l'émissaire était considéré comme l'égal du roi, et on ne devait pas le toucher. Pour les Spartiates, 10 ans avant, on lui a tranché la tête, histoire de prouver qui commandait en Grèce. Bref, tous les Grecs le savent, Xerxès, il sera en fait sans pitié pour ses ennemis. Léonidas, il en est conscient, ça va vraiment être un combat à mort pour ses hommes, mais aussi, si les Grecs échouent, pour l'ensemble de la civilisation hellénistique. Alors que les Perses avancent, on va dire difficilement vers les Thermopyles, les Grecs, eux, remontent la côte, lentement mais sûrement, et l'armée grecque, elle se retrouve bien sûr en infériorité numérique. Hérodote parle de 6100 hommes, et Diodore de Sicile de 7000. Vous avez vu, on a parlé de 300 000, 500 000 hommes, donc on est vraiment à un rapport de presque 1 pour 10. Pour 10, oui, même parfois plus que ça. Cette troupe, elle est composée majoritairement de soldats issus des cités du Péloponnèse. C'est la région à laquelle appartient Sparte. Et les Spartiates ne représentent, c'est un petit contingent, c'est 300 hommes, qui sont tous pères de famille et tous entraînés depuis le plus jeune âge. On en parlera tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'ils sont pères de famille ? C'est pour ne pas qu'on les oublie. Il faut qu'il y ait un enfant pour pouvoir témoigner du sacrifice ou du combat de leur père. Il ne faut pas que leur nom s'éteigne. Sparte, à l'époque, c'est la cité guerrière de Grèce par excellence. Autour de la cité, contrairement aux autres villes, pas de murailles, pas de fortifications. Seuls ces hommes suffisent pour défendre la ville. Et ces hommes, ce sont des vrais professionnels du combat. Dès les premières années de sa vie, le jeune Spartiate, il est habitué à la rudesse de la vie, toujours nu, frictionné avec du vin pour, pensait-on, les endurcir. C'est une croyance que l'on avait à l'époque. Dès l'âge de 7 ans, l'enfant il est enlevé à sa famille. C'est le début de l'éducation qu'on appelle l'agogé, qui dure jusqu'à 20 ans. Au programme, donc c'est-à-dire pendant 13 ans, éducation à la lecture et à l'écriture. Alors Plutarque nous signale que ces matières, c'était celles qui étaient les plus réduites. Écriture, lecture, ce n'est pas les plus importantes. Mais aussi la musique. Alors notamment la musique militaire et les chants pour marcher au pas. Et en fait, contrairement à ce que l'on peut croire, l'instrument des marches militaires des Spartiates, c'était la flûte. On pourrait penser à des tambours ou des choses comme ça. Non, c'était plutôt la flûte. Et donc, généralement, quand on entendait la flûte, ça veut dire que les Spartiates arrivaient, malgré le fait que la flûte soit un instrument plutôt doux. Alors, c'était assez contraire à ce que les gens percevaient sur le champ de bataille. Quand ils entendaient la douceur de la flûte, ça annonçait généralement rien de bon. Et les journées, elles sont placées sous le signe du sport, donc bien sûr la lutte, l'athlétisme, le maniement des armes, surtout la lance, le bouclier énormément, et l'épée, et bien sûr, endurcissement physique, obéissance, discipline, rigueur. Dans les premières années de l'agogé, l'enfant spartiate, il est sous-alimenté, en fait c'est pour l'obliger à aller voler, ou à trouver seul sa nourriture. Il a la tête rasée, il n'a qu'un seul menton par an, et il marche pieds nus. En fait, des conditions qualifiées aujourd'hui de Spartiate. Voilà, très bien Jean-Pierre. À l'âge adulte, on insiste plus sur la stratégie militaire, la nécessité de faire corps avec son frère d'armes et d'obéir aux ordres, quel qu'en soit le prix. Cet entraînement, certainement le plus abouti de toute la Grèce, faisait des Spartiates les soldats les plus redoutés de l'époque. En plus de cette réputation de soldats professionnels, les Spartiates, selon la légende, descendaient du héros Héraclès, le demi-dieu ayant réussi les fameux 12 travaux.
les travaux d'Hercule. Vous savez. Hercule, mais Hercule et Héraclès, c'est la même personne. C'est ça, Ouais, c'est la même. D'un nombre de seulement 300, donc c'est même pas 10% des effectifs, les Spartiates représentent l'élite de l'armée grecque, composée exclusivement d'hommes à pied. Il n'y a pas de cavaliers, c'est ce qu'on appelle les hoplites. Mais avant de rentrer plus en détail sur le déroulement de la bataille, on va décrire l'équipement de l'hoplite. Et vous allez voir qu'on est loin de l'armement plus sophistiqué de la phalange macédonienne d'Alexandre le Grand, ou encore plus loin, du soldat romain. Pour l'hoplite grec du 5e siècle, un casque pour protéger la tête, une cuirasse pour le bas des jambes, pour le torse, des jambières, un bouclier, pour l'attaque, une lance, longue lance dont la longueur est comprise entre 2 mètres et 2 mètres 50, et une épée courte, le tout pour un poids de 30 kilos, et en fait c'est tout, pas de protection des bras ni des cuisses, c'est pas nécessaire, le bouclier suffit. En fait, le but c'est de privilégier l'agilité et la souplesse plutôt que la résistance. Le bouclier qui est circulaire, vous voyez tous à quoi correspond le bouclier de la phalange grecque, il est légèrement incurvé et c'est la seule protection de l'hoplite. Le bouclier est très important, il mesure entre 90 et 1 mètre de diamètre, il est en bois recouvert d'une fine couche de bronze, il pèse environ 6 kg et il est bien plus résistant que le bouclier perse qui lui est essentiellement en osier. Le bouclier, c'est bien sûr une arme défensive, mais c'est aussi une arme offensive, car il permet d'enfoncer la ligne adverse. En fait, en faisant corps, on bloque les assauts et on avance, on repousse l'ennemi. Le dispositif grec qu'on appelle la phalange, ça doit être un ensemble compact. Chaque hoplite a en charge la protection de son voisin, et le lance, ce ne sont pas des armes de jet, on peut penser que les Grecs jettent leurs lances, mais en fait, ça leur permet de briser les assauts ennemis. Donc en fait, ils gardent bien les lances de 2,50 m face à eux, enfin face à l'ennemi, et ça permet de briser les assauts. L'épée courte que les Grecs possèdent est considérée comme secondaire, et elle sert surtout au combat au corps à corps, mais vraiment en dernier recours. Côté perse, l'armée elle est beaucoup plus hétérogène. Les soldats proviennent de l'ensemble de l'Empire. Alors quand je vous dis de l'ensemble de l'Empire, c'est vraiment de partout, donc Afghanistan, Éthiopie, Assyrie, de Babylone. Ces contrées, donc on les retrouve décrites sur le tombeau de Xerxès. Donc c'est comme ça que l'on connaît la composition de l'armée perse à l'époque. Parce qu'en fait, Xerxès a fait durant son règne beaucoup de batailles. Et donc sur son tombeau, on peut voir une scène de bataille et on reconnaît en fait les origines de ces soldats. Et leurs équipements, il est aussi hétérogène, donc épée courte, dague, lance, arc. En fait, on est loin du côté homogène, du côté compact de l'hoplite grecque. Et par contre, Xerxès, il peut compter sur une troupe d'élite qu'on appelle les mélophores. On les connaît plutôt sous le nom des immortels, qui étaient composés de 10 000 hommes et étaient appelés en cas de nécessité. C'était vraiment la troupe d'élite. Si les Perses ont une supériorité numérique, on est à plus de 10 contre 1, ils connaissent plusieurs inconvénients tactiques. Déjà, les lieux qui privilégient la défense. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un étroit défilé. Donc, on met un étroit défilé qui fait, on pense, 20 ou 30 mètres. Donc, en fait, c'est simple. Pour le défendre, vous mettez 30 hommes et ça suffit pour défendre ce défilé. Et une stratégie moins aboutie côté perse, du fait, bien sûr, d'un entraînement plus disparate. On va voir, après la pause musicale, le déroulement de la bataille, mais ça va être après The Beloved. The Beloved, yes, 13h. Yes, of course, à pied. Yes, of course, à pied. 13h28, nous sommes toujours en direct avec un Julien en bonne forme, puisqu'il va bientôt partir en vacances. Je crois qu'il en a besoin. On parle de la bataille des Thermopyles. On est en moins 480 avant notre ère. À tout de suite, 92.1, radiograndlac.com. Il n'y a que là que vous avez des cours d'histoire pendant 1 heure comme ça. Il n'y a que sur Radio Grand Lac. À tout de suite. À tout de suite. Profitez de l'été à l'écoute de Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire et on commence cette troisième partie avec notre Julien historien. Et donc on retourne en Grèce en 480 avant notre ère pour parler de la bataille des Thermopyles. Tout à fait. On voit que tu as bien suivi, Jean-Pierre, impeccable. T'as vu, j'ai pas trop dormi non, encore. Non, parfait, pour changer. Donc nous sommes au mois d'août 480 avant Jésus-Christ, premier jour de la bataille. Donc que font les Perses ? Ils demandent aux archers d'entrer en action. Mais comme je vous l'ai dit, les boucliers grecs qui sont en bois et en bronze arrivent à dévier les 5000 flèches tirées, les unes après les autres. Alors bien sûr, c'est pas 5000 flèches qui sont tirées les unes après les autres, c'est les unes après les autres, les flèches qui sont déviées et ne causent que très peu de dégâts. Donc première tentative
pour mettre à mal l'armée grecque échoue, un échec. Donc premier assaut. Le premier assaut, c'est 10 000 Perses lancés. Et plus les hommes approchent, plus ils distinguent en fait un ensemble compact formé de boucliers et de lances. En fait, on peut s'imaginer facilement qu'il y a le bronze du bouclier, le soleil qui se reflète sur le bronze. Et en fait, plus les Perses arrivent, plus ils commencent à avoir une sorte de mur fait de lances et de boucliers. Et pourquoi la lance, elle est importante? Parce que la longueur des lances grecques, elle dépassait celle des Perses de 1 mètre à 1 mètre 50. Et après cette première assaut, donc 10 000 Perses contre 6 à 7 000 Grecs, donc premier assaut, seulement 3 morts spartiates à déplorer. On peut dire que le premier assaut a été un succès pour les Grecs. Xerxès pensait que ses troupes n'allaient faire en fait qu'une bouchée des Grecs. Eh bien non, le défilé des Thermopyles, il tient toujours. Hérodote signale même que devant les vagues brisées des assauts perses successifs, le roi se leva à 3 reprises de son trône. On peut imaginer que s'il se lève, c'est pas parce qu'il est satisfait, c'est pas pour donner des félicitations, c'est plutôt pour faire preuve de son commandement ou plutôt pour hurler de rage. Il décide, on est au premier jour de la bataille, donc les Perses sont conscients qu'il va y avoir des difficultés pour passer, et ils décident au premier jour de faire appel aux immortels, les troupes d'élite de Xerxès, pour en fait finir le travail. Mais une fois encore, après un assaut très dur, les immortels vont se briser sur les lignes grecques. Les Spartiates, en fait, ont simulé une retraite pour permettre aux immortels d'avancer. Et en fait, ce n'était pas du tout une retraite, c'était une feinte. Les Spartiates se sont retournés au dénouement et se sont attaqués aux immortels. Le premier jour de la bataille, donc, les Grecs tiennent toujours le champ de bataille des Thermopyles. Le lendemain, Xerxès pense qu'après une journée non-stop d'assaut, les Grecs sont épuisés, blessés pour poursuivre leur résistance et il assiste à un nouvel échec. En fait, on peut imaginer qu'il avait entre 300 000 et 500 000 hommes, que par vague de 10 000 hommes, ces vagues, elles allaient se briser contre les Grecs. Xerxès se dit, mais c'est pas possible, on a attaqué toute la journée, ils vont pas pouvoir tenir. Donc, face à cet échec, Xerxès donne un ordre clair, il décide de se retrancher dans le camp perse, le temps de trouver une stratégie. Là, en fait, la stratégie la plus adaptée pour passer le défilé des Thermopyles. Et c'est là qu'arrive un Grec qu'on appelle Ephialtès de Trachie, qui demande à rencontrer Xerxès, car en fait, il a une proposition à faire. Le dévoilement d'un passage appelé le sentier de l'Anopée, c'est un passage de chèvre secret, à partir duquel il sera facile en fait de contourner les troupes grecques en échange, bien sûr, d'une récompense substantielle. Vous imaginez bien qu'Éphialtès, qui trahit les Grecs, ne fait pas ça pour rien. Il demande en échange une récompense. Et en fait, Xerxès, il voit en Éphialtès un homme providentiel et il ordonne à son général Hydarnès de conduire l'encerclement des Grecs par ce chemin secret. Alors là, c'est un encerclement assez massif, il y a 20 000 hommes quand même qui prennent ce petit chemin et les ordres sont donnés pour le lendemain. Nous sommes au 3e jour de la bataille. Au matin, les Phocidiens, chargés de défendre ce sentier, ils sont témoins d'une chose étrange. En début de matinée, le sol commence à trembler et les feuilles des arbres frémissent. En fait, c'est pas du vent, c'est les Perses qui arrivent. En fait, les Perses sont là. Vous imaginez 20 000 hommes en armes qui avancent comme ça, on doit les sentir venir de loin. Donc, il y a un messager phocydien qui informe Léonidas pour dire que c'est fini, les Perses ont trouvé le chemin secret. Et donc, Léonidas organise un conseil de guerre avec l'ensemble des alliés. Certains Grecs veulent fuir, mais pour Léonidas, pas question de fuir. Il a une éthique de Spartiate. Il faut rester pour se battre. Et en fait, il décide de se sacrifier. Donc, on peut se poser la question, pourquoi se sacrifier? Et les deux raisons principales qui peuvent être évoquées, c'est 1, la mort du roi permettra de sauver Sparte, comme l'a annoncé l'oracle. Vous vous souvenez, au début, je vous avais expliqué que soit Sparte tombera, soit son roi tombera au champ de bataille. Donc, il préfère se sacrifier pour suivre l'oracle. Donc, si le roi meurt, Sparte sera sauvée. Ou alors, c'est plutôt cette théorie qui est avancée par les historiens, il faut mener un combat d'arrière-garde pour donner du temps au reste de la troupe de se replier vers des terres plus sûres. Donc Léonidas et ses 300 Spartiates restent sur place pour affronter les Perses. Mais en fait, quand on dit 300, ils ne sont pas seuls, parce qu'il y en a d'autres qui décident de rester avec Léonidas pour se sacrifier, pour défendre le défilé jusqu'au bout. Et ce sont en fait 200 Thespiens et 400 Thébains qui décident de rester. Et en fait, ils restent et ils sont conscients d'une mort imminente.
Face à eux, 20 000 hommes, dont 10 000 cavaliers légers et des fantassins qui sont prêts à en découdre. Ça fait 2 jours qu'ils se prennent, on va dire, excusez-moi l'expression, mais raclée sur raclée. Et là, ils sentent l'occasion de mettre fin à cette bataille, donc ils veulent vraiment en découdre. Les Spartiates, ils se sont repliés, ils ont quitté le mur phocéen et ils ont choisi l'endroit le plus large du défilé des Thermopyles pour être plus mobiles et donc bien sûr causer un maximum de dégâts. Ils savent de toute façon que là on a 1400 hommes face à 20 000, ils savent que c'est perdu, mais il faut quand même ralentir l'avancée perse et causer le maximum de dégâts. Le combat, il est violent. Hérodote, il indique même que Xerxès, dans la bataille, a perdu 2 de ses frères. Pendant le combat, Xerxès, qui est las, décide d'en finir et il ordonne à ses archers de finir le travail. Et donc Léonidas, qui est touché, il tombe et il perd la vie. Et là, il y a une lutte acharnée qui s'engage. Grecs et Perses veulent maintenant récupérer la dépouille du roi de Sparte. Bah oui. On peut pas laisser comme ça le roi vaillant Léonidas comme ça sur le champ de bataille. On peut pas le laisser aux mains des Perses et les Perses ne veulent surtout pas qu'il serve de trophée ou de symbole à la résistance grecque. Donc les rescapés spartiates, les Thespiens, les Thébains, pour faciliter la défense, ils décident de prendre un peu de la hauteur. On sait qu'une position en hauteur est plus facile à défendre et ils décident de monter sur une colline. Et là, c'est une lutte désespérée qui s'engage. Il est même dit que les Grecs qui ont perdu leur épée se battent à main nue ou avec les dents. C'est vraiment avec la rage du désespoir. Xerxès ne veut pas prendre de risques et il ordonne l'encerclement de cette colline. C'est la colline de Kolonos, pour noyer les rescapés grecs sous une nuée de flèches pour qu'il n'en reste plus un grec aux Thermopyles. Comment est-ce que l'on connaît avec exactitude l'endroit du trépas des survivants grecs ? En fait, c'est simple. Il y a bien sûr les écrits, mais on a surtout l'archéologie qui a mis à jour en 1939 une quantité impressionnante de pointes de flèches sur cette colline. Donc on suppose que c'est là que s'est déroulé les derniers moments des résistants grecs. D'ailleurs, ces flèches, on peut les voir au musée archéologique qui est à Athènes. Très beau musée, si vous avez l'occasion d'y aller, vous ne perdrez pas votre temps, c'est passionnant. Avec la mort des derniers résistants, les Perses sont maîtres du défilé des Thermopyles, et là, rien ne peut les empêcher de s'enfoncer dans le cœur de la Grèce. Le bilan de ces 3 jours de combat, il est révélateur de la résistance des Grecs. 2000 Grecs tués contre 20 000 Perses. En fait, on a un ratio de 1 pour 10. Xerxès fait fi de la tradition mettant à l'honneur les ennemis valeureux. Il s'empare du corps de Léonidas, lui tranche la tête et le crucifie. 40 ans après la bataille, on arrive quand même à récupérer les restes du roi et sa dépouille est remise à Sparte à l'occasion de jeux et de célébrations majestueuses. Suite à cette bataille, les Perses donc se ruent vers les cités grecques ennemies et mettent à sac Thespie, Platée, les villes de la région de la Béotie et surtout Athènes, qui a été vidée de ses habitants. La mise à sac d'Athènes et notamment l'Acropole, vous connaissez le célèbre Acropole, il a été pillé, mis à sac par les Perses en 480 avant Jésus-Christ. Ça laissera des traces, y compris encore aujourd'hui. Quand vous allez visiter le musée de l'Acropole, vous avez encore de manière prégnante cet épisode où l'Acropole a été dévastée par les Perses. Avec la victoire des Thermopyles, rien ne semblait arrêter Xerxès, mais en fait, il y avait 2 obstacles qui se dressaient sur sa route. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 jambes, vous savez, la flotte et l'armée de terre. Donc, le premier obstacle, c'est la puissante flotte athénienne qui remporta la bataille célèbre de Salamine. On est en septembre 480. Et toujours cette fameuse armée d'hoplites, c'est la 2e jambe, qui, sous le commandement spartiate à Platée, en 479, remporta une victoire décisive. Cette victoire mettra fin aux tentatives perses d'invasion de la Grèce. Des guerres médiques. En fait, il y a 2 puissances qui vont émerger. La première, elle est terrestre, c'est Sparte, qui ressort vraiment consolidée de ce conflit. Et l'autre, c'est une puissance maritime, c'est Athènes, qui, auréolée de la victoire de Salamine, va pouvoir fonder ce que l'on appelle la thalassocratie athénienne, c'est-à-dire... La thalassothérapie ? Non. Thalassothérapie, non, pas tout à fait. La thalassocratie athénienne, c'est une sorte d'empire athénien avec Athènes et toutes des îles autour, donc les îles des Cyclades notamment. On parle de la Ligue de Délos, voilà, c'est ça vient de là, c'est la supériorité maritime athénienne. Et donc, bien sûr, quand vous avez un géant à côté de l'autre, il y a une chose qui va arriver, c'est l'affrontement. Ça dure pas longtemps. Non, généralement, non. Et donc, c'est ce que l'on appelle la guerre du Péloponnèse entre 431 et 404 avant Jésus-Christ.
Mais ça, cher Jean-Pierre, C'est une autre histoire. c'est une autre histoire. Merci Julien. Est-ce qu'on Merci, aura Gilles. des questions? Ah bah écoute, apparemment oui, nous en avons quelques-unes Eh ben, qui allez. sont arrivées. On marque une pause musicale pour justement mettre en place ces questions et on arrive tout de suite après pour répondre. Donc c'est toi qui vas répondre à quelques questions. On est toujours sur le 92.1 radiograndlac.com. C'est une autre histoire. Dernier rendez-vous de l'été. Ensuite, ce sera le 9 septembre. C'est On ça. arrive. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Et oui, c'est une autre histoire et c'est un vendredi par mois de 13h à 14h sur le 92.1 radiograndlac.com. On parle de faits historiques, d'événements historiques qui ont eu lieu dans l'histoire du monde et qui se sont passés le même mois que celui où l'on est. Donc là, on était en août 480 avant notre ère, nous étions en Grèce pour parler de la bataille des Thermopyles C'est ça. avec Julien. Et nous avons deux questions qui sont arrivées. Savons-nous comment l'aventure s'est terminée pour celui qui a joué un peu au traître, Éphialtès de Trachis? Un peu beaucoup, même, Un oui. peu beaucoup, hein. Alors, en fait, Éphialtès, qui espérait être récompensé pour sa traîtrise, il a rien obtenu. C'est pas la première fois qu'on pense Oui. obtenir des choses et finalement on n'a rien. Mais par contre, les Grecs ont mis sa tête à prix. Alors notamment les Spartiates, et donc ils voulaient voir mort Éphialtès de Trachis. C'est en fait celui qui a permis la défaite des Thermopyles, hein, et donc bien sûr la mort du roi. Donc vous imaginez bien que pour les Spartiates, c'était dur à avaler. En fait, sur la fin d'Éphialtès, c'est Hérodote qui nous raconte comment s'est terminée la vie d'Éphialtès. En fait, c'est un certain Athénade de Trachis, qui vient de la ville de... Trachis. Voilà, très bien. Qui assassina Éphialtès de... Trachis. Voilà, tout à fait. Mais en fait, on nous dit que c'était sans aucune volonté de vengeance. En fait, c'était un meurtre de droit commun, si je peux dire ça comme ça. Athénade ne connaissait pas sa victime, ni la récompense offerte pour sa mort. En fait, pour son geste, il fut quand même largement récompensé. En fait, on peut dire que dans son cas, le hasard a bien fait la chose. C'était le karma, ça. C'est ça, en fait, il assassine quelqu'un, et plutôt que de le condamner, on le récompense. On n'a pas dit qu'il l'avait assassiné, on a dit qu'il l'avait tué. Il l'a tué, oui, voilà, c'est Il ça. n'y avait pas préméditation puisqu'il ne le connaissait pas. C'est Voilà, un meurtre c'est ça. de droit commun. C'est ça. Donc aujourd'hui, par contre, Éphialtès, il est resté dans les mémoires. Donc la langue grecque nomme en fait un cauchemar Éphaltis, c'est du nom bien sûr du célèbre traître. Et comme nous, on peut dire du latin Judas pour désigner une personne indigne de confiance, et les Grecs utilisent le nom propre Éphialtès. C'est tombé dans le pot commun Voilà, c'est ça. de la langue. C'est ça. Donc Éphialtès, il est rentré dans la postérité, mais pas forcément pour les raisons que l'on imagine. Pour ceux qui ont vu le film 300, l'une des dernières scènes, c'est Léonidas qui s'adresse à Éphialtès et lui dit « Puisses-tu vivre éternellement ?» Donc on pourrait dire « Oh là là, Léonidas dans le film paraît pour quelqu'un de magnanime. » Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Quand on sait ce que veut dire Éphialtès Maintenant, aujourd'hui, en Grèce, on sait qu'il est resté dans les mémoires, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. En fait, Pas c'est pour les bonnes choses. Voilà, c'est ça. Merci. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Oui, Jean? tout à fait. Deuxième question. Que reste-t-il aujourd'hui du champ de bataille des Thermopyles en Grèce? Alors, aujourd'hui, si vous vous rendez sur les lieux de la bataille des Thermopyles, donc la topographie des lieux, c'est pas du tout la même. En fait, l'étroit défilé... Il y a 2500 ans qui sont passés Voilà, bientôt. quoi. c'est ça, tout à fait. L'étroit défilé, du fait de l'érosion et du retrait de la mer, a laissé place à un large espace. Alors, je vous parlais d'un défilé entre 20 et 30 mètres. Là, l'espace il est tellement large qu'il permet le passage aujourd'hui d'une route, d'une autoroute et d'un chemin de fer. Donc, on est loin des 20 à 30 mètres. Hein. C'est plusieurs, maintenant, dizaines de mètres. Le lieu précis de la bataille, il se trouve aujourd'hui au pied d'une montagne qui est boisée. S'il n'est pas évident de visualiser aujourd'hui donc, le célèbre défilé des Thermopyles, les lieux ils sont quand même empreints d'histoire et de nombreux monuments rendent hommage au courage des Grecs. Le premier, c'est une plaque commémorative qui a été restaurée en 1955. Sur cette plaque, il est mentionné une épitaphe qui a été écrite par un poète grec des 6e, 5e siècles avant Jésus-Christ, plutôt du 5e siècle, parce qu'on pense que s'il a écrit ça, c'est qu'il a connu les événements, vous voyez, et qui s'appelle Simonide de Chéos. Et cette épitaphe, c'est « Étranger va dire à Lacédémone », Lacédémone, c'est le nom de Sparte que l'on donnait à l'époque, que nous gisons ici pour avoir obéi aux ordres. D'autres traditions disent pour avoir obéi aux lois. En fait, ce monument, il a été installé sur la
colline ayant supposément connu les derniers combats des Spartiates. C'est un hommage à la fois au sacrifice des Grecs et à leur volonté d'avoir voulu résister à tout prix. Et quand on connaît un peu l'histoire contemporaine des Grecs, vous savez que c'est un peuple qui a toujours voulu résister aux envahisseurs, comme ça a été le cas lors des guerres contre les Ottomans, parce que vous savez qu'ils ont été après colonisés par les Ottomans et qu'ils se sont battus pour leur liberté, et également pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils se sont battus contre notamment les Italiens, ils ont réussi à les repousser. Enfin, c'est vraiment un peuple très fier. Et c'est d'ailleurs, je fais la petite aparté, quand vous allez à Athènes, comme j'ai pu avoir la chance il y a quelques semaines en arrière, et que vous assistez à la relève de la garde, eh bien vous savez, vous avez les gardes grecs qui ont des chaussures cloutées avec des pompons. Et ben, ils s'essuient les pieds sur le sol. Ben, ça signifie qu'ils s'essuient les pieds sur l'esclavage, en fait. Comme quoi, ils veulent toujours être un peuple libre. Et ben, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez eux. Ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, voilà. Il y a d'autres monuments, bien sûr, qui sont sur les Thermopyles, parce que je vous ai dit qu'il y avait les Spartiates, mais pas que. Et il y a un monument qui est consacré aux Thespiens, qui a été inauguré plus récemment, c'était en 1995, qui représente la divinité Hélos, qui était vénérée à l'époque par les habitants de la cité de Thespie. Voilà. Et sur le socle est inscrit la mention suivante, à la mémoire des 700 Thespiens qui se sont aussi sacrifiés. Enfin, le monument le plus fameux, c'est le monument à Léonidas, statue de bronze représentant le roi de Sparte, nu, armé de son bouclier, de son épée et de sa lance, pointé vers l'adversaire. Et sur le socle, il y a une phrase « Molone l'abbé », qui signifie en français « Venez les prendre ». C'est une célèbre réplique prononcée par Léonidas lorsque les Perses lui demandèrent de déposer les armes. En fait, je vous ai parlé d'assauts successifs, mais vous imaginez que la convenance voulait quand même que l'on demande la paix avant de se battre. Et quand l'émissaire perse lui a dit déposez vos armes, Léonidas a répondu « Venez les prendre ». En gros, venez les chercher vous-même si vous les voulez. Voilà. Venez vous battre, je ne me rends pas. Je ne me rends pas. Plus bas, une métope. Alors, une métope, c'est un panneau coloré qui représente et sculpté, qui représente les faits d'armes de la bataille. Et de chaque côté se trouvent deux allégories représentant le fleuve Eurotas et la montagne Tégète. En fait, c'est deux spécificités géographiques présentes dans le Péloponnèse, la région de Sparte. Donc, pour rendre honneur à Sparte, on parle bien sûr d'Élonidas, mais aussi du Péloponnèse, qui symbolise l'ensemble des combattants de cette région qui se sont battus aux Thermopyles. L'hoplite, en général, et le soldat spartiate en particulier, sont les symboles de l'armée grecque de l'Antiquité. Se battant pour sa cité, mais aussi pour ses principes, la phalange grecque hoplitique est un élément fondamental de l'histoire militaire. Quand vous étudiez l'histoire militaire du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'hoplite grec, c'est incontournable. C'est vraiment le militaire par excellence de l'époque, le soldat d'élite. Et quand on parle de soldat d'élite en Grèce au 5e siècle, on parle bien sûr aux soldats spartiates. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous vous rendez à Athènes, sur la place du Parlement, la garde athénienne, elle veille sur le tombeau du soldat inconnu, comme c'est la tradition dans beaucoup de pays, comme c'est le cas à Paris. Mais là, il y a une relève de la garde. Et cette tombe du soldat inconnu, elle est surmontée par un bas-relief qui représente non pas un soldat contemporain, on peut voir sur les monuments aux morts de nos villes, bien sûr, oui, un des poilus, des soldats de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, des allégories. Et ben, en Grèce, pour symboliser le sacrifice et la liberté de la nation, on a en fait un hoplite mourant. C'est ce qui symbolise en fait l'excellence du guerrier grec. Et la Grèce, elle est quand même très riche et très fière de son passé, parce que c'est des éléments incontournables de l'époque. Le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle le siècle d'or, c'est le siècle de Périclès pour les Athéniens. Quand vous allez à Athènes, à l'Acropole, et ça date de ce siècle-là, c'est après la Seconde Guerre médique. Les Athéniens se sont relevés et ont reconstruit leur ville, et ont reconstruit le bâtiment phare qu'on appelle le Parthénon, situé sur l'Acropole. C'est fondamental dans l'histoire grecque, cet épisode des guerres médiques. Et ensuite, on va un peu en avant, vous avez parlé des guerres médiques avec des tentatives d'invasion de la Grèce, c'est terminé. Après, c'est plutôt l'inverse, avec Alexandre le Grand, c'est le peuple grec autour des Macédoniens, parce que Alexandre le Grand était macédonien, ils ont envahi la Grèce, la Perse, et ils ont mis fin à cet empire qui était immense, puisqu'Alexandre le Grand est allé jusqu'à l'Indus, et donc il a réussi à conquérir, vous voyez, la Macédoine et la Grèce, c'est ridicule par rapport à l'immensité perse, mais on en reparlera d'Alexandre le Grand, oui, bien sûr. Et on sera plutôt au 4e siècle. Je vous remercie,
Et on se donne rendez-vous le mois prochain, alors plutôt le 9 septembre, parce que Le ma 9 femme, septembre, voilà. ma femme, elle accepterait pas que je raccourcisse nos Nos vacances. vacances, hein, donc, mais non, mais bien sûr. Tu as le droit de prendre quelques jours. Ah, c'est gentil. Quelques jours, j'ai dit. Ah bon, ça va. Pour une autre émission consacrée à un événement méconnu mais fondamental de l'histoire européenne, c'est la fin du grand siège de Malte en septembre 1565, où comment une armée de quelques milliers de défenseurs va tenir tête aux 40 soldats d'élite. Aux 40 000 même. 40 000, je dis quoi 40. Non, aux 40 000 soldats d'élite qu'on appelait les janissaires de Soliman le Magnifique, autre grand souverain du XVIe siècle, puisqu'on a parlé déjà d'Henri VIII, de François Ier. Donc là, Soliman le Magnifique. De Charles Quint. De Charles Quint, tout à fait. Et donc on va parler de ça. Et puis je peux passer un petit message ? Bien sûr. On va parler de l'île de Malte. Alors moi, je suis un grand j'adore ce pays. Enfin, j'aime beaucoup Malte. cette île. Donc, si je peux réitérer mon appel à ma femme pour me dire qu'on y va entre Noël et le jour de l'an, Non, d'accord. l'hiver prochain, je vous prends tous à témoin. Et donc, Eh ben, j'espère d'accord. qu'elle va accepter pour qu'on y aille en décembre 2022. Hein. L'appel est lancé sur les ondes du Mais 92. l'appel est lancé, mais pas la pioche parce que ça fait mal. Parce que tout à fait. Il est en forme, le Julien. Je crois qu'il a besoin de vacances. Complètement. Merci, Julien. Merci, Jean-Pierre. En tout cas, donc, on te souhaite d'ores et déjà un bon voyage à Malte entre Noël et le jour de l'an Voilà. 2022. Et puis, merci. On te donne rendez-vous le 9 septembre C'est ça. pour parler pour parler histoire, pour parler C'est de ça. nouveaux faits historiques. Et en fait, c'est un élément, parce que faut commencer à comprendre, il a souvent des liens entre les émissions, parce que là, les Thermopyles, c'était une petite armée grecque face à une immense armée Ouais. perse. Et à Malte, c'est pareil, c'est quelques milliers d'hommes, notamment les chevaliers de l'ordre de Malte, Oui. que l'on connaît, face à une immense armée, probablement le souverain le plus puissant à l'époque, qui était Soliman le Magnifique, qui dominait quasiment tout le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, etc. Enfin, et comment est-ce qu'ils vont résister ? Comment ça va se finir, ce grand siège de Malte ? On saura tout ça le 9 septembre, en tout cas. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Bon été, bonne fin d'été, mon à petit toi, Jean-Pierre. Julien. Et puis, là, maintenant, c'est la playlist musicale. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche matin de 10h à 11h pour l'accordéon, c'est ma passion. Mais ça, c'est une autre histoire. On peut dire bonjour à Sandra, Bien sûr, on peut qui dire nous écoute bonjour à certainement. Sandra. Bien sûr. On embrasse bien sûr Sandra qui nous écoute depuis le bord de sa piscine ou je ne sais quoi. Non, je plaisante. À bientôt. Bon après-midi à toutes et à tous sur le 92.1 radiograndlac.com. Au revoir, merci.